Il est 8h30, vous écoutez Matin Première, voici le rappel des titres du jour. Tous les indicateurs du coronavirus sont à la baisse ce matin chez nous, selon Cienzano. Pour le 9e jour d'affilée, les nouveaux cas sont en recul et pour la première fois depuis plusieurs semaines, les décès aussi. Un mouvement de recul qui concerne aussi les hospitalisations. Chez nous, un premier cas de recontamination au Covid-19 a été découvert. C'est le virologue Mark Van Ranst qui l'annonce. Une personne ayant fait le coronavirus est donc retombé malade, mais plusieurs immunologues se veulent rassurants. Il s'agit peut-être d'une exception, une réinfection par le coronavirus qui aurait aussi été détectée à Hong Kong. Couvre-feu et manifestations dans la région des Grands Lacs aux États-Unis après ce qui ressemble à une nouvelle bavure de la police américaine. Les images se sont répandues comme une traînée de poudre. La police tire à 7 reprises dans le dos d'un homme noir. Selon son avocat, il essayait pourtant de s'interposer dans une dispute et de rejoindre ses enfants dans sa voiture. Il est dans un état critique à l'hôpital. Des manifestations ont éclaté ces dernières heures dans sa ville de Kenosha. Un couvre-feu a été décrété. Manifestation également dans la ville de Minneapolis. Michel Fourniret sera entendu aujourd'hui et demain dans le cadre de la disparition en 2003 d'Estelle Mouzin. Il y a quelques jours, son ex-épouse Monique Olivier l'a à nouveau accusée d'avoir séquestré, violé et tué la petite fille de 9 ans dans les Ardennes. Une maison a déjà été fouillée sans succès. C'était fin juin. Sur la route, Jean-Marc Strel, où sont les éventuels soucis? À 8h31. On va parler de l'E429 parce que pour le reste, ça se passe bien. Il n'y a pas grand monde. On s'attendait à un peu plus de monde. Ce matin, il y avait manifestement plus de monde sur la route, mais pas davantage de soucis. Donc à signaler sur le 429, un chantier entre Tournai et Halle. Entre Halle et Tubize, pour être précis, vers Bruxelles, ça coince sur plus ou moins 4 km. À la recherche d'une maison ou d'un appartement neuf? Chez Thomas et Piron, ça déménage! Infos et conditions sur thomas-piron.eu. François Heureux sur la première. Et à 8h32, votre parti pris à deux regards sur l'actualité de commentaires sur les tendances de cette semaine. Face à face ce matin entre Isabella Lenarduzzi de Jump, qui milite pour l'égalité des femmes et des hommes au travail. Bonjour Isabella. Bonjour François. Et Dorian Deméus, rédacteur en chef de La Libre Belgique. Bonjour Dorian. Bonjour François, bonjour à tous. Alors vous êtes tous les deux en studio avec respect des distances, on le précise. Vous êtes donc déplacés ce matin, mais pour de nombreux Belges, le travail, c'est toujours à domicile. Le télétravail reste recommandé en effet là où il est possible. Alors va-t-il devenir la norme? Faut-il le généraliser, le pérenniser? Écoutez l'avis du spécialiste Jean-Paul Erhardt du magazine DRH Peoplesphere. Non, surtout pas. Pourquoi? J'ai l'impression aujourd'hui on avance sans boussole en fait. On est en train effectivement d'avancer en matière de télétravail par nécessité, par réaction d'urgence, mais sans avoir une réflexion de fond sur la manière dont on va s'organiser demain. Et c'est un peu plus général encore que le télétravail, mais aujourd'hui, en fait, le monde du travail est en train de se modifier. Il était déjà en train de se modifier, mais on assiste, via l'épidémie, à une accélération de ces tendances, ces évolutions. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Paul Erhardt, Isabella Lenarduzzi? Il ne faut pas généraliser trop vite le télétravail et des dangers? Je suis tout à fait d'accord. En fait, on ne se rend vraiment pas compte de l'impact que ça va avoir. Alors, on a eu aussi, en plus de Jean-Paul Erhardt, juste avant lui, on a eu le témoignage d'un homme qui travaille dans une banque et qui était super heureux de travailler en télétravail. Bah oui. Et en fait, c'est génial, plus de bouchons sur la route. Oui, mais alors, en fait, ce qui est très important à comprendre dans le télétravail, c'est que chaque cas est différent en fonction de quelle est notre propre situation familiale, logistique. Et donc, en fait, pour que ce soit un bonheur, en tout cas quand on le choisit, quand il est imposé, c'est autre chose. Pour que ce soit un bonheur, il vaut mieux finalement être assez riche en ayant une maison assez grande, un espace tout à soi, un jardin, avoir de l'expérience parce que ça veut dire qu'on a son réseau déjà en entreprise, on connaît les codes de l'entreprise, on a son réseau à l'extérieur de l'entreprise, et puis avoir une famille parce que les isolés en souffrent beaucoup plus du télétravail. Bon, vous voulez dire que faire du télétravail dans une grande maison en Brabant-Wallon voilà. et être mère seule dans un 30 mètres carrés à Scarbeck, c'est pas la même chose. Et c'est possible d'avoir un époux ou une épouse dans la plupart des cas qui va s'occuper de toute l'intendance, qui va s'occuper des membres de la famille, etc. Et donc, les femmes ne sont pas mangées à la même sauce que les hommes dans le télétravail. Les jeunes en souffrent beaucoup
plus que les plus âgés, parce que eux doivent acquérir justement ces réseaux, ces codes de l'entreprise, cette intelligence collective. C'est très important pour leur insertion dans le monde du travail, et on n'en parle pas suffisamment. Donc attention, il y a vraiment beaucoup de dangers. Voilà, le télétravail qui révèle et qui peut aggraver les inégalités. Isabelle Narduzzi, vous êtes d'accord avec ça, Dorian Méus? Je trouve que là, il y a quand même pas mal de clichés, si je peux me permettre, parce que par exemple, quand on fait du télétravail, on est plus souvent disponible justement pour faire des courses en temps commun. C'est un homme qui vous répond là pour le coup sur votre remarque sur les femmes, pour faire la cuisine, s'occuper des enfants. La réalité, elle n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que ce sont les femmes, pendant le confinement par exemple, qui ont vraiment beaucoup plus porté que les hommes. Toutes les statistiques on n'a pas les mêmes expériences, mais c'est pas grave. C'est l'expérience et les statistiques. Mais le fait d'avoir un homme qui reste plus souvent à la maison pour travailler, c'est ce que dit Dorian Méus, peut-être effectivement, Isabelle Narduzzi, être plus disponible pour justement les tâches ménagères. Il pourrait, mais le fait est qu'ils ne le sont pas, que la répartition traditionnelle reste extrêmement prégnante dans les familles. Je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui le font et qui ont profité aussi pour s'occuper plus de leurs enfants, pour faire des courses, pour faire la cuisine et retrouver ce type de joie. Ce qu'il faut quand même, moi j'ai un gros bémol par rapport à l'expérience aujourd'hui, c'est qu'on parle du télétravail par rapport à ce que vous avez dit aussi, une obligation qu'on a eue. Or, quand vous devez rester à la maison, travailler, ou votre épouse ou conjoint doit aussi travailler à la maison, souvent dans le même bureau, où on doit définir des pièces, où les enfants font du bruit, parce que les enfants n'étaient pas à l'école, donc on doit jouer au baby-sit et on doit jouer à l'instituteur. Donc tout ça a rendu l'expérience très compliquée, donc je pense qu'il ne faut surtout pas se baser sur cette expérience-là, personnelle pour la plupart des gens, pour savoir si oui ou non on doit poursuivre ou faire du télétravail. Le télétravail doit s'instaurer petit à petit, et en effet, chacun de son côté, mais dire qu'il faut une grande maison ou un jardin, vous savez, quand vous allez à Bruxelles travailler dans parfois des tout petits bureaux, le fait d'avoir un jardin ou pas ne change pas grand-chose. Bon, Isabelle, c'est pas l'occasion peut-être pour les hommes de s'y mettre un petit peu, attendons, laissons-leur... C'est l'occasion, en attendant, la plupart d'entre eux ne le font pas. Alors on va sur les stats. La Ligue des familles, par exemple, a fait une très belle enquête. 3/4 des parents disaient qu'en fait, ils arrivaient beaucoup moins à travailler, qu'ils n'étaient pas satisfaits de la qualité de leur travail, parce que justement, il y avait des enfants dans la maison. Et quand les répondants étaient surtout des répondantes, McKinsey a fait une évaluation et qui dit que les hommes, dans leurs 10 premières priorités par rapport au télétravail, ne mettent pas l'harmonisation des temps de vie entre pro et perso. Par contre, pour les femmes, c'est la première difficulté. Ce qui veut bien dire que les expériences individuelles sont très différentes. Et ce que disait Jean-Paul Erhardt ce matin, et il a 1000 fois raison, et c'est vraiment ça, on est devant l'individualisation des relations de travail. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il est fondamental que le management se réinvente, le leadership aussi, les règles dans l'entreprise. Il faut qu'on sache comment est vécu le télétravail pour pouvoir apporter des solutions qui soient individualisées. Sinon, on court à la catastrophe. Ouais, là-dessus, Dorian Méus, c'est vrai qu'on perd le sens de l'équipe, le sens du collectif quand on est seul chez soi face à son écran. Oui, absolument. Il faut absolument trouver une manière de pouvoir contrôler les personnes qui travaillent. Et c'est de la confiance. Et de la confiance à se créer. Il faut savoir aussi qu'en termes de productivité, ce que vous faites le premier mois, le deuxième mois, n'est pas forcément la manière à laquelle vous allez travailler 1 an ou 2 plus tard. Donc les choses peuvent évoluer très vite, très mal, comme très bien. Donc il faut être très attentif. Et puis un autre problème, c'est la déconnexion. Il faut pouvoir déconnecter un petit peu de son travail. Nous, dans nos métiers, c'est très compliqué. Mais il y a des gens qui peuvent le faire. Or, avec le télétravail, on a tendance à laisser l'ordinateur allumé, voir les mails passer pendant qu'on est dans le salon, la salle à manger. Et donc tout ça peut être tout à fait dangereux. Voilà, beaucoup de dangers. On l'a entendu avec vous deux autour de cette généralisation qu'on nous promet sur le télétravail. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de le faire. On verra comment ça se passe en Belgique. Deuxième sujet, on va revenir avec vous sur les polémiques autour du pouvoir des experts, des virologues qui conseillent le gouvernement fédéral dans sa prise de décision, notamment au sein d'un organe que vous connaissez maintenant, qui s'appelle le Céléval. Des experts qui ne sont pas toujours en accord d'ailleurs avec leurs confrères ou leurs consoeurs. Écoutez Jean-Luc Gallat, vous le connaissez, infectiologue à l'UC Louvain, à propos de la bulle de 5. La bulle de 5 personnes n'a absolument aucune signification, ça n'a aucune valeur, ça embête tout le monde, c'est non applicable, c'est non appliqué et c'est non contrôlable. Donc c'est par définition une mesure qui ne sert à rien. Voilà, Jean-Luc Gallat qui sans le nommer critique aussi le virologue Mark Van Ranst, membre de ce Céléval. Mark Van Ranst qui cristallise les critiques d'une partie de la population. Certains ont manifesté pour demander sa démission, d'autres ont engagé un avocat pour déposer une plainte contre lui auprès de l'ordre des médecins. Il lui reproche
de diffuser des fake news, de l'abus de pouvoir et du dénigrement de collègues. Dorian Leméus, vous avez publié cet été un édito qui a fait un peu de bruit quand même, dans lequel vous écriviez notamment qu'après 6 mois de pandémie, une poignée de virologues, je vous cite, de laboratoires, ne peuvent plus faire la pluie et le beau temps dans notre pays. On ne doit plus se fier aux experts aujourd'hui, Dorian Leméus ? Je vais spécifier parce qu'on m'a beaucoup attrapé sur les virologues de laboratoire. C'est pas pour les critiquer, c'est juste pour dire que ce sont des virologues de laboratoire, ce sont des scientifiques qui ne sortent pas souvent de leur laboratoire, qui ne savent pas forcément ce qui se passe dans les soins intensifs, dans les urgences et les hospitalisations d'hôpitaux. Et donc il faut être conscient de ça. Et les politiques doivent aussi être conscients de ça, que quand ils prennent toujours les mêmes virologues ou toujours les mêmes experts, ils ont parfois une vision qui est tronquée. C'est ce que dit aussi Jean-Luc Gallat. Il faut donc que les experts puissent, l'avis des experts puisse être mesuré, donc de façon mesurée, puisse se faire discrètement. C'est pas compliqué. Quand on est politique, c'est le politique qui est responsable, c'est le politique qui va s'informer auprès de différents avis et qui va trancher. Ça se fait généralement dans la discrétion et d'autre part, ça doit se faire dans la diversité. C'est-à-dire qu'il faut des experts qui viennent de partout. Il faut changer les experts régulièrement. Vous êtes en train de nous dire que les virologues devraient arrêter de s'exprimer dans les médias Mais ce que fait M. Van Raan, c'est le gros problème de Van Raan, c'est que la veille, voire 2-3 jours avant un CNRS, il dit la décision qu'il faut prendre ou sinon ça serait une catastrophe. Et donc il l'impose, il menace même, il se réjouit, il l'a fait sur les réseaux sociaux, il se réjouit que les gens n'aillent plus dans les restaurants à des restaurateurs qui disent mais enfin avec les mesures que vous prenez c'est une catastrophe pour nous. Il dit oui mais c'est fait comme ça, c'est fait pour ça. Ça pose réellement problème parce qu'on doit tenir compte de tout le mal-être. Le mal-être n'est pas seulement sanitaire aujourd'hui, il est aussi économique et social, il est aussi dans le psychologique, dans le bien-être des gens. Donc là, on ne peut pas laisser les virologues décider seuls. Et je trouve qu'à cause de l'amateurisme qu'on a connu en politique en mars et avril, les politiques se sont complètement retranchés derrière les scientifiques. On l'a vu avec le port du masque en rue si on promène son chien. On l'a vu avec les codes couleurs lors des voyages. On le voit aussi avec cette bulle de dessin qui, en effet, ne signifie rien, est inapplicable. Je connais personne qui arrive à appliquer 5 contacts proches par foyer, par mois. C'est juste inapplicable. Bon, très critique, Dorian Leméus, sur le pouvoir de décision de certains virologues, on l'a bien compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses, Isabella Lenarduzzi ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dorian. Et d'ailleurs, les premiers résultats de la commission, qui n'est pas la commission d'enquête, la commission parlementaire sur la Covid, dit exactement ça, qu'il y aurait un manque de diversité parmi les groupes d'experts, qu'il y aurait des chasses gardées parmi les experts. Et ça, je peux bien l'entendre. Et effectivement, je pense que quand on est scientifique, la première chose à faire, c'est d'être humble. Je pense que nous, en tout cas, comme citoyennes et citoyens, c'est ça qu'on doit juger. On n'est pas un bon scientifique si on est plein de vanité, si on a des affirmations sans nuance, qui viennent finalement polariser la société, plutôt que de renforcer, si possible, sa cohésion autour des mesures, même si on estime que certaines ne sont pas justifiées. Au moins, il doit y avoir un espèce de respect et surtout cette humilité. Et je voudrais bien que nous, en tant que citoyennes et citoyens, on juge les scientifiques, les experts à cette aulne-là. Oui, mais rapidement, vous êtes quand même d'accord qu'il faut continuer à se fier aux virologues face à un virus qui est encore largement inconnu. Je préfère qu'on se fie aux virologues, mais les virologues, ils sont tellement nombreux. Et effectivement, il faut aller les chercher dans des endroits qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pense tout le temps, et qui font partie de ces groupes d'experts. Dans 2 minutes, il faut encore écouter les experts, on est d'accord là-dessus. Il faut écouter les experts, mais il faut après prendre des décisions qui vont dans le bon sens. On manque totalement de bon sens pour le moment. On l'a vu, les codes couleurs, sincèrement, les codes couleurs des voyages, c'est une honte. On a vu certains endroits où il y a beaucoup moins de contamination de chez nous, mis dans le rouge par des erreurs géographiques d'experts, et les ministres étaient derrière. Enfin, c'est juste incroyable. Ils défendaient cette décision parce que c'était un avis du Céléval, et l'ont même pas remis en question. Enfin, en tout cas, il a fallu plusieurs jours. Bon, rapidement, on va terminer avec votre pensée du jour. Quelle a été votre première pensée ce matin, Isabella Lenarduzzi ? Je vais parler d'un article qui est paru sur le site de la RTBF dans le cadre des Grenades et écrit par Sophie Leclerc, le syndrome de la reine des abeilles. Donc en fait, ce qu'on dit souvent dans les entreprises, c'est que les femmes manquent de solidarité avec les autres femmes. Ce serait une des raisons pour lesquelles elles n'arrivent pas dans les fonctions de direction. Et bon, c'est complètement faux pour la plupart des entreprises, parce qu'on voit que les femmes dépensent beaucoup plus de temps à coacher, mentorer des hommes comme des femmes, de 2,
Quand c'est vrai, alors en général, on a des perceptions très différentes quand c'est une femme qui se comporte quelque part comme un homme, plein de compétition, dans de la rivalité, etc. Parce que c'est pas ce qu'on attend d'une femme, donc elle est jugée plus difficilement. Et ce que dit Sophie Leclerc, c'est qu'en fait, c'est la culture même de l'entreprise. C'est plus les femmes sont minoritaires dans l'entreprise, donc plus l'entreprise est masculine, et plus les femmes sont dans cette rivalité. Finalement, on les met les unes contre les autres pour garder le pouvoir bien à soi. Voilà, article sur ce syndrome de la reine des abeilles à retrouver sur le site rtbf.be/info. Votre pensée du jour, Dorian de Méus, en quelques secondes. Oui, dans une semaine, pile poil, les écoles vont la rentrée scolaire. Donc, j'ai une petite pensée pour les enseignants, les directeurs d'école. À une semaine de cette rentrée, des parents se manifestaient déjà, parfois à l'aide de lettres d'avocats, pour interdire le port du masque à leurs enfants en classe. Donc cette année s'annonce très compliquée. L'année était déjà compliquée l'année passée pour les professeurs qui doivent faire face à ce genre de comportement. La transition est tout assurée puisqu'on va parler de la rentrée scolaire avec notre citoyenne et notre expert du jour. Merci à vous, Dorian de Méus, rédacteur en chef. Au revoir et bonne rentrée surtout. Belgique. Merci beaucoup, Isabelle Anerzosi de Jump qui milite pour l'égalité des sexes au travail. À tout de suite. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Conduis-moi à mon prochain rendez-vous. Calcul d'itinéraire en cours. Oh, et mets les sièges massants. Et une petite musique relaxante. J'en ai besoin. Oh, t'es parfaite. Je sais. Tellement technologique, la nouvelle classe E va vous surprendre. Découvrez-la parmi notre large gamme de modèles plug-in hybrid, essence ou diesel sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Oh, j'ai faim, moi. J'irai bien manger dehors. Ok. Est-ce que tu peux me trouver un truc à manger tout près? Le Big Giant est de retour, Bruno. C'est pas vrai, chez Quick. À ton avis, Bruno? Oh, le Big Giant et sa délicieuse sauce Giant. Grand classique, Bruno. Son pain gris, sa tranche de cheddar. Bruno. Sa salade. Et aussi ses oignons, ça je pense que je vais... Bruno? Dépêchez-vous, le Big Giant fait son big comeback. Maintenant, au prix du Giant. Un petit Quick? Oui. Yeah. Bah ouais. Ton Quick, ton goût. Hé papa, regarde le drill. Ah ouais, c'est bien, hein. Papa, regarde le tir. Ah ouais, bravo, beau tir. Papa, regarde la reprise. Ah ouais. Ah non. Loupé. Eh ouais. Hé papa. Quoi? La balle. Ça va, je te l'envoie, tiens. Oh, attention. Le foot à la maison, c'est sympa, mais il est temps que la Jupiler Pro League reprenne sur Vous Sport. Impatient de vivre la nouvelle saison, on vous l'offre. Dans tous les packs avec mobile, car ce qui vous passionne, nous passionne. Une fois de plus, vous, c'est vous d'abord. La première présente, une rentrée musicale inédite à Flagey. Retrouvez l'ambiance chaleureuse du Studio 4 pour une série de concerts en public limité. Avec entre autres Elina Duni, Julien Libert, Artemis Quartet, Vikingur Olafsson, Lionel Weke et le Collegium Vocalgent. Info et tickets, flagey.be. Avec le Vif Express et le Journal Le Soir. Ovio, la première et la 3 présentent le Brussels Short Film Festival. Du 2 au 12 septembre, le monde tournera court, très court. En version décalée et allégée, le Brussels Short Film Festival est fin prêt et bien décidé à vous montrer ce que le court fait de mieux. Toutes les infos sur bsff.be. bsff.be. Avec la Libre Belgique et de nombreux partenaires. Le 7-9 de Matin Première. Et vous, dans tout ça, 8h47, à quoi va ressembler votre année 2020-2021? Comment les enfants, les familles vont-elles entamer cette rentrée scolaire après parfois 6 mois sans école? Quel visage pour l'école avec le coronavirus? Chaque jour à cette heure-ci, Matin Première vous propose la vision de 2 interlocuteurs sur cette rentrée inédite, cette saison qui débute dans le flou et le doute dans de nombreux secteurs. Un citoyen et un expert. Ce matin, la citoyenne, c'est Fabienne Hinck. Bonjour. Enseignante dans le secondaire, vous êtes l'heureuse maman de 2 enfants, un fils de 15 ans et une fille de 11 ans. Et l'expert, on le connaît, c'est Bruno Humbeck. Bonjour, psychopédagogue, auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance, la violence au sein de l'enfance, etc., etc. On va commencer avec vous, Fabienne Hinck. On est à une semaine de la rentrée scolaire, on le dit depuis ce matin. Double rentrée pour vous, donc, en tant que mère et en tant qu'enseignante. Double rentrée, ça veut dire... Double angoisse. Double angoisse, c'est voilà. Vrai? Pourquoi? Angoisse en tant que maman. Mon aîné, vous l'avez dit, il n'a plus mis les pieds à l'école depuis 6 mois. Et donc, on se demande un petit peu comment ça va se passer. On sait qu'on rentre dans le scénario jaune, mais pour combien de temps? Que se passera-t-il en cas de scénario orange ou rouge? Donc, scénario jaune, ça veut dire tout le monde rentre pendant 5 jours par semaine. 5 jours. Voilà.
Voilà, mais que se passera-t-il après ? On entend beaucoup parler de l'automne. L'automne va faire recirculer les virus, la grippe combinée au coronavirus. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation qu'au mois de mars où d'un moment à l'autre on va nous dire l'école ferme, il faut trouver d'autres solutions ? Est-ce que ça va être du bricolage ? Tel prof parvient à garder le contact avec les élèves, d'autres c'est moins évident. Est-ce qu'on va parvenir à faire travailler nos enfants ? Ouais, j'entends votre première angoisse qui concerne votre fille, qui n'a plus été à l'école pendant 6 mois. Elle est dans quel état d'esprit à une semaine de retrouver ses copains de classe ? Elle se rend compte, les 2 enfants se rendent compte que ça a été long sans avoir été à l'école, et donc il faudra se réapproprier toutes les petites routines qu'on a quand on va à l'école, devoir se lever tôt, devoir être confronté aux transports en commun. Comment ça va se passer dans les transports en commun ? Est-ce qu'on va se retrouver dans un bus bondé ? Quelles vont être les mesures de sécurité ? Est-ce que ça va être facile à vivre ou pas ? Recommencer à travailler, se remettre vraiment dans le bain d'un travail intensif, puisqu'en plus on doit rattraper ce qu'on n'a pas vu les 6 mois qui n'ont pas eu lieu, les 6 mois de cours qui n'ont pas eu lieu. Donc, est-ce que les profs vont cravacher pour essayer à tout prix de voir la matière qui n'a pas été vue en fin d'année dernière ? Bruno Humbeek, ça va être compliqué pour ces enfants qui ne sont plus retournés à l'école. Ces enfants, parfois ils sont plus grands, c'est des jeunes, on va dire ça comme ça. Pendant 6 mois, c'est quoi les difficultés ? C'est quoi l'impact ? Ce qui va être très compliqué, c'est ce qui vient d'être dit d'ailleurs, c'est non pas l'anxiété. L'anxiété, elle est normale. C'est une peur précise qui porte sur un objet précis. Ce qui est plus dangereux, c'est l'angoisse. On ne sait même plus de quoi on a peur. Et il n'y a qu'une seule certitude, c'est l'incertitude. On ne sait pas vers quoi on va. Et donc, il faut s'habituer à vivre avec cette incertitude, anticiper tous les scénarios possibles. Je pense que c'est vraiment important. Et transformer, c'est d'ailleurs ce qui est un peu fait dans le discours que je viens d'entendre, l'angoisse en anxiété. Qu'est-ce qui réellement est sous notre contrôle ? Ce qui est sous notre contrôle, je prends l'exemple des gestes qu'on appelle les gestes protecteurs pour les enfants, comme les masques par exemple, ça a effectivement une fonction anxiogène de voir une école, une rentrée masquée. Ça a aussi, le masque, quelque chose de rassurant. Ça permet aussi de se dire, il y a une partie dans toute cette incertitude qu'on va contrôler. Ce qui est vraiment important, c'est que les écoles aient les moyens de combler l'angoisse des parents en ayant non seulement des scénarios, mais des procédures à mettre en place en cas de scénario. C'est vraiment important que les classes soient flexibles, que les cours de récréation soient modulables, et qu'on ne se retrouve pas, si, comme il est très possible, en tout cas, on doit localement ou globalement changer de scénario, devant une forme de bricolage ou un état d'alerte, en se disant, ça y est, mon école est passée au rouge, et donc c'est la catastrophe. Non, mon école est passée au rouge, on hisse un drapeau rouge, et on voit apparaître d'autres manières de faire. Par exemple, une réapparition des bulles. Les bulles, c'est pas un problème dans les écoles, sauf si on comprend pas ce que ça signifie, et si on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Qu'on mette des vareuses aux enfants, la bulle verte, la bulle jaune, la bulle rouge, et c'est tout simple à anticiper, mais il faut l'avoir pensé avant. Même chose pour le présentiel et le numérique. Il faut avoir anticipé, je crois que la Fédération Wallonie-Bruxelles le fait dans beaucoup d'aspects, peut-être pas toujours de manière suffisamment explicite. On doit expliquer ce à quoi va ressembler la cour de récréation si on arrive à un scénario différent. Bon, elles vont quand même avoir un drôle de visage, les cours de récré et les classes avec des vareuses de couleurs et des masques pour tout le monde. Fabienne Hinck, je vous ai pas entendu dire que vous aviez peur des risques sanitaires, de contamination. C'est pas quelque chose qui vous inquiète, ça, à une semaine de la rentrée ? Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Non, je pense qu'on a suivi l'avis des experts sur ce qu'ils savent, et donc je pense que les gestes barrières sont très bien appliqués dans les écoles. En tout cas, pour avoir vécu une rentrée plus que partielle au mois de mai-juin dernier, les écoles, pour moi, ne sont pas un vecteur de propagation du coronavirus. Et le masque, on a entendu Julien Niquet, qui était l'invité de la matinale, qui est administrateur délégué de Wallonie-Bruxelles Enseignement, dire attention, le masque, c'est parti pour au moins quelques mois, voire quelques années, peut-être à l'école. Ça, c'est une source d'angoisse aussi pour vous en tant que mère et en tant qu'enseignante aussi, puisque vous allez devoir enseigner avec un masque. C'est une façon de communiquer qui est à réinventer, en fait, parce que quand on est enseignant, bien sûr, on parle énormément, mais on fait aussi passer d'autres messages, et la proximité qu'on a avec les élèves, dans les explications qu'on peut donner, dans la façon de s'exprimer, est très importante. Et j'ai peur qu'avec le masque, ce soit fort handicapant. Ouais, c'est des inquiétudes que vous pouvez entendre. C'est vrai que c'est totalement neuf, le masque à l'école. En tant que psychopédagogue, c'est intéressant, Bruno. Et j'ai entendu un mot très important, réinventer. Il ne faut pas le faire comme les
autres. Le masque, dans nos pays, c'est pas le masque comme en Chine ou en Corée, c'est-à-dire un masque qui fait se ressembler tout le monde, c'est un masque qui doit être singularisé. On sait que les marqueurs émotionnels vont changer, c'est-à-dire que ça va être les yeux qui vont marquer l'émotion. Il faut que les enseignants, notamment chez les petits, s'aident avec des émoticônes. Quand ils sont contents, ils doivent le dire aussi, surrajouter des informations. Et c'est ça, réfléchir au masque, pas dire on met des masques pour tout le monde et il y a une seule prérogative, c'est d'être masqué. Non, il faut que ces masques singularisent chaque enfant. Et donc il faut que l'enfant se dise je mets mon masque, pas je mets un masque. Il faut que l'enseignante aussi accepte des masques qui sont pris au sérieux mais qui ont aussi un caractère ludique. Et il faut que ce ne soit pas un frein à la communication, notamment la communication émotionnelle. Et ça, l'être humain est tout à fait bien équipé pour pouvoir le faire. Bon, de manière plus générale, Fabienne Hing, j'ai aussi envie de vous entendre sur comment vos enfants vivent cette période particulière, parce que c'est vrai qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole pour l'instant, mais eux aussi, ils entendent les informations autour de cette maladie, comme on le dit parfois à des enfants, de ce coronavirus. Comment est-ce qu'ils voient les choses dans les mois et les années qui viennent ? C'est très long. Et je pense que contrairement à un adulte qui peut avoir une idée d'une relative échéance, eux n'en ont pas. Donc quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau serrer mes grands-parents dans mes bras ? Quand est-ce que je vais pouvoir réinviter des petits copains, des petites copines à jouer à la maison comme si de rien n'était ? Ça, c'est quelque chose qui est fort inquiétant parce que finalement, le virus dicte, qu'on le veuille ou non, dicte toute notre vie. Ouais, drôle de génération qui va vivre avec ce virus et qui va peut-être voir des maladies partout ? Probablement. J'espère que non, mais je le crains. Personnellement, je le crains. Ouais. Parce que... Bruno Humbé, quelle génération on est en train de faire là avec cette une génération qui va devoir apprivoiser l'incertitude. Et apprivoiser l'incertitude, ça veut dire accepter que les choses sont flexibles, qu'elles sont modulables, y compris les opinions. Le gros problème actuellement, c'est que vous avez des personnes qui ont une opinion figée. C'est comme ça, c'est pas autrement. Or, une opinion, par nature, ça bouge. Et nos enfants peuvent aussi apprendre beaucoup de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire effectivement, ta classe, elle est flexible. Effectivement, ta cour de récréation, elle est modulable. Et effectivement, on n'a pas de certitude précise sur l'avenir. On sait juste que toi, comme nous, on fera au mieux pour que ça se passe le mieux, et notamment ce que j'entends dans ce qui vient d'être dit, pour les personnes les plus fragiles. Je crois que c'est vraiment important d'ouvrir cette perspective aux enfants. C'est-à-dire, c'est pas seulement, c'est pour ça que je préfère le mot geste protecteur au mot geste barrière. C'est pas important seulement de te protéger, c'est important aussi de protéger les gens que tu aimes. Bon, beaucoup de questions encore sur cette rentrée scolaire inédite. C'est dans une semaine. On vous la souhaite la meilleure possible, Fabienne Hing, pour vous et pour vos deux enfants. Merci d'être venu ce matin dans Matin Première. Pour vous aussi, Bruno Humbé, bien sûr, psychopédagogue. Merci d'être venu éclairer et parfois répondre à ces angoisses que beaucoup de parents ont une semaine avant la rentrée scolaire. Vous la fera vivre évidemment cette rentrée dans Matin Première. Dans une semaine, ce sera mardi prochain. Restez bien avec nous. On vous résume le meilleur de l'émission. C'est juste après ceci. Cette semaine chez Aldi, 30% de réduction sur nos poires conférences à la pièce. Pour ceux qui veulent tout, sans compromis. Ceux qui rêvent des belles lignes d'un coupé, mais aussi de la hauteur d'un SUV. Ceux qui recherchent la performance autant que la sécurité, confort et plaisir de conduire. Pour eux, il y a la BMW X2. Elle a tout pour plaire, même son prix. Parce qu'en ce moment, la BMW X2 est au prix de la BMW X1, y compris la plug-in hybride. Découvrez toutes nos actions d'été chez votre concessionnaire BMW ou sur bmw.be. J'espère que vous avez passé un beau mardi matin en écoutant Matin Première. Il est 8h58. Voici le meilleur de l'émission Shaker, préparé par Garance Fitzgerald. La confrontation avec la réalité, Bertrand, ne sera pas aussi difficile que dans le film Hibernatus. Non, car heureusement, donc il y a le CDNV, il y a des permanences et des choses qui ne changent pas, et officiellement, il ne dit ni oui ni non. Le CDNV qui ne ferme la porte à rien, mais qui en réalité la tient bien fermée malgré tout. Un CDNV qui ne refuse pas de parler à nouveau d'un gouvernement sans la NVA, non mais enfin qui trouve qu'il est crucial de faire un gouvernement avec la NVA. Parce que là, il y a quand même pas mal de clichés, si je peux me permettre, parce que par exemple, quand on fait du télétravail, on est plus souvent disponible justement pour faire des courses en temps commun. C'est un homme qui vous répond là pour le coup sur votre remarque sur les femmes, pour faire la cuisine, s'occuper des enfants. La réalité, elle n'est pas du tout celle-là. La réalité, c'est que ce sont les femmes, pendant le confinement par exemple, qui ont vraiment beaucoup plus porté que les hommes.
toutes les Oui, statistiques. on n'a pas les mêmes expériences, mais c'est pas grave. C'est l'expérience et les statistiques. Mais le fait d'avoir un homme jardin. qui reste plus souvent à la maison pour travailler, c'est ce que dit Dorian Méus, peut peut-être effectivement, Isabelle Aléandouzi, être plus disponible pour justement les tâches ménagères. Il pourrait, mais le fait est qu'ils ne le sont pas. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre l'accent sur les essentiels. Donc vraiment, si on constate dans une classe, dans une école, que certains élèves ont des retards sur un certain nombre important de matières, il faut pouvoir que les enseignants puissent décider, tiens, ça, c'est vraiment principal, important, je dois mettre l'accent sur ça. Et si effectivement une petite partie est perdue, eh bien ce sera perdu. Je ne pense pas que ce soit dramatique sur une scolarité de 18 ou de 20 ans. J'ai l'impression aujourd'hui, on avance sans boussole, en fait. On est en train effectivement d'avancer en matière de télétravail, par nécessité, par réaction d'urgence, mais sans avoir une réflexion de fond sur la manière dont on va s'organiser demain. Dans quelques instants, le journal de 9h présenté par Aline Jacob, c'est ce cas de réinfection au Covid-19 avéré, mais rien d'inquiétant. Et puis ce sera le mug de l'été avec Nicolas Beutars. Je vous souhaite une très belle matinée. Merci d'écouter La Première. On se retrouve demain dès 6h. Belle journée. Il est 9h.